Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Les leçons qu'on va essayer de voir ensemble sont faites sous la collaboration de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Ce sont des leçons qui vont être orientées vers les élèves futurs bacheliers de la section sport. Donc, ce sera donc des séances de cours de chimie organique. Voici d'ailleurs un aperçu sur les différentes parties qu'on va essayer de traiter ensemble au cours des différentes séances. Tout d'abord, donc, on va parler des composés organiques. Puis, on va passer aux hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés. N'oublions pas de passer par des composés extrêmement importants en chimie organique, à savoir les composés oxygénés, entre autres les alcools, les acides carboxyliques, les aldéhydes, les cétones et les esters. Puis, on essaiera de faire quelques applications au fur et à mesure de l'avancement de ces séances. Alors, commençons tout d'abord par la première partie, à savoir l'introduction à la chimie organique. Quelques définitions. La chimie, d'une manière générale, est constituée des parties suivantes. Donc, il va y avoir trois parties essentielles. Ces parties-là sont les suivantes. Donc, vous avez la chimie générale. C'est une chimie qui s'intéresse à la structure des particules, entre autres les atomes, les ions, les molécules qui constituent les atomes. Les ions, on peut rencontrer les ions simples, les ions polyatomiques. Elle étudie aussi, je parle de la chimie générale, elle étudie aussi les lois qui régissent les réactions chimiques. Deuxième type de chimie, la chimie minérale. Donc, elle s'intéresse plus particulièrement aux substances minérales, naturelles ou artificielles. On peut citer comme exemple l'eau, le charbon, le soufre, l'hydroxyde de sodium, l'acide sulfurique et ainsi de suite. Troisième type de chimie qu'on va justement essayer de traiter au cours des différentes séances, la chimie organique. C'est une chimie qui, contrairement à la chimie minérale, elle est reliée aux substances extraites des organismes vivants. On peut citer les végétaux et les animaux. Alors, commençons tout d'abord par l'étude de quelques composés organiques naturels qu'on peut rencontrer dans la nature, n'est-ce pas? Alors, je vais donc essayer de rappeler une toute petite expérience que vous avez sûrement vue avant, qui concerne la pyrolyse du sucre. En quoi consiste l'expérience? Donc, dans un tube à essai, on prend une petite quantité de sucre et on chauffe cette quantité de sucre à une température assez élevée, normalement de l'ordre de quelques 300 degrés Celsius. Après quelques instants, on remarque qu'il y a formation d'une fumée blanche. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le résidu noir qui se forme au fond du tube à la place du sucre. C'est un résidu de couleur noire. Donc, apparemment, il ne peut s'agir que de l'élément carbone. Donc, en chauffant un morceau de sucre à une température voisine de 300 degrés Celsius, le sucre brunit. Celui-ci donne un résidu noir brillant au fond du tube. Il s'agit de l'élément carbone. Donc, voici comment on a pu mettre en évidence la présence de l'élément carbone dans le sucre. Spécialement, il s'agit d'un composé organique. Deuxième exemple. Plutôt, on peut citer à titre indicatif l'équation de la réaction qui se produit lors de cette pyrolyse. Donc là, c'est apparemment la formule du sucre, la formule chimique du sucre, C12H22O11, 11 atomes d'oxygène, 22 atomes d'hydrogène et 12 atomes de carbone qui se dissocient sous forme de la chaleur, de la présence de la chaleur, pour donner 12 atomes de carbone et 11 molécules d'eau. Alors, deuxième exemple, c'est un exemple où l'expérience elle ressemble énormément à celle de la pyrolyse du sucre, la pyrolyse du bois. Donc, on va prendre donc un tout petit peu de bois, de la sciure de bois. On va essayer de chauffer à haute température. On remarquera toujours qu'au fond du tube, c'est le même schéma que l'expérience tout à l'heure, au fond du tube, donc, il y a formation d'un dépôt noir de matière. Donc, dépôt noir, là, comme tout à l'heure, on vient de mettre en évidence l'élément carbone. Donc, des petits morceaux de bois blanc fortement chauffés brunissent. De la vapeur d'eau se dégage. À la fin, bien sûr, la vapeur d'eau ne nous intéresse pas beaucoup puisque nous sommes en train de mettre en évidence l'élément carbone. À la fin de la réaction, le bois donne un résidu de couleur noire. Il s'agit du charbon de bois. Celui-ci contient donc essentiellement l'élément carbone. Alors, on va essayer de conclure sur les deux expériences qu'on vient de voir.
Donc, les deux expériences précédentes montrent que le sucre et le bois contiennent l'élément carbone. Il s'agit alors de composés organiques. Ces composés peuvent être soit naturels ou généralement ils sont synthétisés au laboratoire. Donc, la chimie organique s'intéresse à l'élément carbone. C'est la chimie des composés chimiques qui contiennent automatiquement l'élément carbone. Alors, remarque, bien sûr, donc, il y a certaines substances chimiques qui existent dans la nature et qui renferment l'élément carbone, mais apparemment, il ne s'agit pas de composés organiques. On peut citer comme exemple le dioxyde de carbone, et pourtant, il y a présence de C, du carbone, là, et pourtant, ce n'est pas un composé organique. De même pour le monoxyde de carbone ou même pour le carbone pur. Le carbone pur, il est constitué par du carbone pur, et pourtant, il est classé comme étant un composé qui n'est pas organique. Je passe à la suite. Alors, éléments chimiques présents dans les composés organiques, petit 2. Alors, vous avez ici le tableau périodique. Vous avez une petite idée sur le tableau périodique. Ça, c'est le tableau périodique réel qui rassemble tous les éléments qui puissent exister dans la nature. Il y a une centaine d'éléments chimiques. Pourquoi alors on est revenu au tableau? C'est juste pour préciser la position de l'élément carbone donc, dans le tableau périodique. Vous remarquez bien que le carbone il est classé numéro 6. C'est le numéro atomique du carbone. La chimie organique utilise aussi un élément un peu particulier, l'élément hydrogène. Là, vous remarquez que l'hydrogène il se trouve dans la première case, puisqu'il contient un électron, étant donné qu'il est classé numéro 1, plutôt l'inverse. Donc, en chimie organique, on peut rencontrer d'autres éléments chimiques, essentiellement l'oxygène, on peut rencontrer le fluor, on peut rencontrer le chlore, l'iode, le brome, et ainsi de suite. D'accord? Alors, les composés organiques renferment un nombre assez limité d'éléments chimiques, hein, quelques dizaines d'éléments chimiques, pas plus. Hein. Je rappelle qu'un élément chimique, quand même, c'est l'ensemble des atomes qui existent dans la nature et qui ont le même numéro atomique Z. Le numéro atomique de l'élément chimique, c'est toujours, bien sûr, le nombre de protons dans le noyau, c'est aussi le nombre d'électrons à l'extérieur du noyau dans le nuage électronique. Alors, les éléments qu'on peut rencontrer en chimie organique, je prends le cas du carbone qui est un élément indispensable. Son symbole c'est C, son numéro atomique c'est 6. Il contient 6 électrons qui sont répartis sur le nuage électronique. On va essayer de détailler encore plus. Ah, la formule électronique là. Vous remarquez bien alors ici que vous vous rappelez quand même que les électrons qui sont présents dans le nuage électronique sont répartis sur des couches. La première couche qu'on appelle par la couche, K, elle peut au maximum renfermer 2 électrons. Donc, et le reste des électrons, il y a 6 électrons en tout et pour tout, donc ils sont placés sur la couche L. D'ailleurs, la formule électronique, c'est K2L4. Je remarque la chose suivante. La première couche, elle est saturée. La deuxième couche qui doit saturer à 8 électrons. Elle doit obéir, l'élément carbone doit obéir à la règle de l'octet. Donc, la dernière couche, pour qu'il puisse devenir stable, pour qu'il puisse s'associer avec d'autres éléments chimiques, il doit avoir donc 8 éléments sur la dernière couche. C'est pour cela, alors ici, que puisqu'il possède 4 électrons sur la dernière couche, la deuxième couche, donc il peut accepter 4 liaisons covalentes, laissant à côté les liaisons ioniques. Hein. On parle de liaisons covalentes, pourquoi? Parce qu'en chimie organique, vous allez voir plus tard, qu'on ne peut rencontrer que des composés avec des liaisons covalentes. Alors, le deuxième élément qu'on peut rencontrer généralement dans les composés organiques, le carbone, c'est essentiel. L'hydrogène, généralement, il est présent. Son symbole, c'est H, on l'a vu dans le tableau périodique. Il est classé numéro 1, un électron. Donc, il est placé sur la couche 1 et il peut donc forcément accepter une seule liaison puisque l'hydrogène, il peut saturer à 2 électrons étant donné qu'il obéit à la règle du duet, 2 électrons. Alors, on peut aussi assez souvent rencontrer l'élément oxygène. Le symbole de l'oxygène, c'est O. Ce sont les composés oxygénés, bien sûr. Le numéro atomique de l'atome d'oxygène, c'est 8. Donc, vous avez 2 électrons sur la première couche et les 6 autres qui sont sur la seconde couche. Alors, si vous vous rappelez, alors ici, les 6 électrons qui sont repartis sur la deuxième couche constituent 2 doublés et 2 électrons célibataires. Bien entendu, le nombre d'électrons célibataires concerne le nombre de liaisons
covalente que peut établir l'atome d'oxygène. Hein, d'accord? Et puis, on peut rarement trouver d'autres espèces chimiques, ça je l'ai dit tout à l'heure, comme le soufre, le phosphore, le chlore, l'iode et ainsi de suite. D'accord? Alors, remarque, généralement, les composés organiques sont construits par des composés à caractère moléculaire, ça je viens de le dire. Les liaisons entre les atomes sont donc covalentes et uniquement covalentes. Il n'y a pas de liaison ionique ou autre. On ne peut rencontrer que des liaisons covalentes dans les composés organiques, bien entendu. Bien, voici quelques exemples de composés organiques dans le tas. Alors, vous avez ici une molécule qui est construite par un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. C'est un composé organique. C'est un hydrocarbure, puisqu'il y a uniquement présence de C et de H. Là, vous avez un autre élément qui contient, entre autres, à part le carbone et l'hydrogène, l'élément oxygène. Vous allez voir plus tard qu'il va s'agir d'un alcool. Là, vous avez un hydrocarbure avec des hydrogènes et des carbones. Vous avez aussi, tiens, et là, donc, avec ces deux molécules-là, on remarque qu'il y a le même nombre d'atomes de carbone. Et pourtant, le nombre d'atomes d'hydrogène n'est pas le même. Dans cette molécule-là, il y a 10 hydrogènes et dans cette molécule-là, il y a 12 hydrogènes. Ça, là, me permet donc de réfléchir et de penser à quelque chose d'assez particulier. Et vous avez donc, le dernier exemple, la dernière molécule qui contient l'élément carbone, à part le carbone et l'hydrogène. Oui, alors là, on va passer à une petite application dans laquelle, alors ici, on considère un composé organique qu'on va noter par A. L'analyse élémentaire, cela veut dire donc la présence, donc ce sont des analyses, ce sont des tests qui permettent de savoir combien y a-t-il d'éléments, quels sont les éléments chimiques et combien sont le nombre d'atomes dans ces molécules-là. Hein. Donc, l'analyse élémentaire de A donne les pourcentages massiques. Là, attention, il s'agit de pourcentages massiques. Hein. Les pourcentages des éléments sont les suivants. Vous avez pour le carbone 52 et quelques %, pour l'hydrogène 13 et quelques %, et pour l'oxygène 34,78%. Voici les pourcentages de quelques éléments qui sont présents dans le composé A. Je n'ai pas dit que le composé A, il contient uniquement carbone, hydrogène et oxygène. Hein. Alors, on donne la masse molaire moléculaire de ce composé-là, qui vaut 46 grammes par mol. Je rappelle que la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules de ce composé-là, bien sûr. Hein. Alors, la question 1 est la suivante. Vérifiez que A renferme uniquement les éléments C, H et O. Les éléments carbone, hydrogène et oxygène. Là, bien sûr, c'est une question assez simple. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire la somme des différents pourcentages. En faisant la somme des pourcentages, 52 et quelques %, plus 13%, plus 34% et quelques, on remarque que ça fait à peu près 100%. Donc, cela veut dire ici que notre composé A ne peut pas contenir un autre élément chimique, donc il est formé uniquement des éléments C, H et O. Si vous voulez, on peut avancer une petite formule chimique de ce composé-là. Donc, on peut avoir, alors ici, puisqu'il est construit par ces éléments-là, on peut avoir la molécule suivante. Donc, C, par exemple, X, H, Y, et O, par exemple, Z. Pour le moment, les éléments X, les nombres X, Y et Z sont inconnus. Donc, il faut qu'on fasse d'autres tests ou bien qu'on donne d'autres données pour pouvoir calculer ces valeurs-là. Alors, on va vous demander dans la deuxième question. Donc là, on a vérifié que cette formule est celle qui est devant vous. Hein. Là, en deuxième question, on va déterminer la formule brute de A. On vous demande de déterminer la formule brute. Alors, la formule brute, cela veut dire qu'il suffit de chercher les valeurs de X, de Y et de Z. Alors, je dois vous rappeler alors ici quelques toutes petites notions concernant le pourcentage. Comment, alors ici, utiliser le pourcentage? Je sais alors ici que si j'ai 52% de carbone dans le composé A, c'est un pourcentage massique. Cela veut dire que si je prends alors 100 grammes du composé A, donc il doit alors ici contenir 52,18 grammes de l'élément C. C'est ça, cela veut dire le pourcentage. Hein. Donc, cette flèche-là dit qu'il y a présence de cette quantité-là de carbone dans 100 grammes de A.
On va alors reprendre la même phrase, mais en utilisant d'autres données. Je peux utiliser, par exemple, alors ici, une seule mole. Or, combien pèse une mole? La masse, bien sûr. Une mole, elle possède la masse suivante, donc 46 grammes, puisque c'est 46 grammes par mole. On peut prendre alors ici 46 grammes de A. Je reprends la phrase telle qu'elle est, mais avec des valeurs numériques différentes. Et là, donc, alors ici, combien y a-t-il de grammes de carbone dans la molécule de A? Eh bien, donc, on peut alors ici dire la chose suivante. Il y a alors ici X atomes de carbone, carbone plus carbone plus carbone, X fois. Donc, je rappelle que le carbone, sa masse molaire, c'est 12, il est inscrit là. Donc, on va avoir ici 12 fois X grammes de l'élément C. Alors, produit des moins égal à produit des extrêmes, ça peut nous permettre de chercher le X. Alors ici, donc 100 fois 12 fois X est égal à 46 multiplié par 52,18, ce qui nous permet d'écrire ici que X est égal à 46, qui n'est autre que la masse molaire du composé A, multiplié par le pourcentage de l'élément carbone, c'est 52,18, divisé par 100, divisé par 12. Et là, donc, on peut faire l'application numérique suivante. Nous aurons alors ici, donc 46 multiplié par 52,18 divisé par 100 divisé par 12, ça fait divisé par 1200. On trouve pratiquement une valeur qui vaut 2,00 et quelques. Donc, ça fait pratiquement 2. Donc, voici la valeur de X qui vaut 2. Ça doit être bien sûr un entier là. Hein. Alors, on va essayer de copier sur la première donc, valeur de X pour chercher la valeur de Y. Donc, je viens de dire ici que, alors pour Y, donc, vous avez ici la masse molaire du composé A, c'est toujours 46, multiplié par, que représente cette valeur-là, ça représente le pourcentage de carbone. Là, on est en train d'utiliser l'hydrogène. On va donc alors ici multiplier par 13,04, divisé bien entendu par 100, qui représente le pourcentage, multiplié par la masse molaire de l'élément chimique. Et la masse molaire de l'élément chimique, de l'élément hydrogène, c'est bien entendu 1. Et là, ça va nous permettre de faire donc les calculs. Nous allons alors ici avoir 46 multiplié par 13,04, divisé par 100. On trouve ici que la valeur, elle vaut 5,998 et quelques. Ça fait pratiquement égal à 6. Alors, là, on va avoir la valeur de Y qui est égale à 6. Alors, tout calcul fait, on peut alors par la suite chercher la valeur de Z. Et la valeur de Z, donc alors ici, de la même façon, ça va nous donner alors ici 46 multiplié par le pourcentage de l'oxygène, à savoir 34,78, divisé par 100, divisé par la masse molaire de l'élément. La masse molaire de l'élément oxygène, c'est 16. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça va nous donner alors ici la valeur suivante, donc 46. Je fais les calculs, bien sûr. Et vous devez toujours faire les calculs jusqu'à la fin. Multiplié alors ici par 34,78, divisé par 100, divisé par 16. Et ça doit nous donner donc une valeur qui est égale exactement à 1. Donc pratiquement 1. Ceci va nous pousser alors ici à donner la formule chimique exacte, la formule brute du composé A. On aura alors ici X est égal à 2, donc C2, H, nous avons dit que H il était égal à combien? À 6, C2H6. Pour l'oxygène, alors ici, vous avez Z qui est égal à 1, donc ce n'est pas la peine de mettre 1. Donc voici votre formule brute. Et là, donc, bien entendu, on est capable de vérifier si les calculs sont corrects ou bien non. Il suffit de refaire le calcul de la masse molaire. Vous avez 2 carbone, 12 fois 2, ça fait 24. 24 plus 6 hydrogène, l'hydrogène, donc sa masse molaire c'est 1. 24 plus 6, ça fait 30, plus 16, ça fait bien les 46 que je viens de vous donner. Donc, voici alors une toute petite application. On va donc essayer d'effacer.
Puis on va essayer de passer à la suite, une fois que nous avons donc effacé le tableau. Je vous conseille toujours de terminer les calculs si vous avez des applications numériques à faire. Donc, il faut toujours donc terminer les calculs. Donc, on passe alors à la suite. Alors, page suivante. Alors là, on va passer à la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, on va s'intéresser donc aux hydrocarbures aliphatiques. Je pense que, comme leur nom l'indique, hydrocarbures, apparemment, ce sont des composés qui sont formés essentiellement de carbone et d'hydrogène, et uniquement de carbone et d'hydrogène. Les composés qui sont aliphatiques, ça veut dire que ce sont les composés qui ne sont pas cycliques, où la molécule, et on va voir ça un peu plus tard, que la molécule n'est pas construite par un cycle fermé. Hein. On va essayer de détailler les différentes parties. Donc, commençons par une introduction. Alors, il s'agit, je parle des composés des hydrocarbures, hein, il s'agit de composés organiques non cycliques, alors renfermant uniquement les éléments carbone et hydrogène. Là, je parle d'hydrocarbures, d'une manière générale. La formule donc générale d'un hydrocarbure, rappelez-vous tout à l'heure donc la molécule du composé A. Là, alors ici, il y a seulement C et H, donc la molécule va être d'une manière générale CX, H, Y. Vous allez voir que X et Y prennent des valeurs assez particulières dans la suite. Alors, voici alors maintenant quelques tout petits rappels. Donc, concernant alors ici les différents types de liaisons, on va laisser pour le moment donc reposer la molécule des hydrocarbures. On va essayer de revenir tout à l'heure. On va essayer de parler de liaisons que peuvent donc établir les différents éléments dont nous avons besoin. Je parle essentiellement de l'élément carbone. Nous avons dit tout à l'heure que le carbone, il possède 4 électrons sur la dernière couche. Ces électrons-là sont célibataires. Donc, le carbone est tétravalent. Donc, il peut accepter 4 liaisons covalentes. Alors, si vous voulez que le carbone il s'associe avec d'autres éléments chimiques, il doit automatiquement réaliser 4 liaisons chimiques. 4 liaisons chimiques, on dit qu'il possède une valence de 4. Alors, dans un hydrocarbure, on peut donc rencontrer les liaisons de ce type-là. On peut avoir donc des atomes de carbone qui sont reliés par une simple liaison. Bien entendu, la molécule elle est incomplète. Il y a d'autres éléments sur les à côté là. Hein? D'accord? Et là, donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une liaison covalente simple où les atomes sont reliés par un doublet d'électrons. Il y a un seul et unique doublet d'électrons. Comme on peut parfois rencontrer dans un hydrocarbure des atomes de carbone qui sont doublement liés. Et là, donc, ils sont doublement liés, donc ça constitue une liaison covalente double. Je rappelle qu'une liaison covalente double, elle est formée par l'association de 2 doublets d'électrons. Un électron célibataire d'un côté et un électron célibataire de l'autre côté, ça forme une liaison, plus un deuxième électron célibataire et un deuxième électron célibataire, et ça constitue une double liaison. Comment on peut, dans certaines conditions, avoir des liaisons triples? Et là, vous avez une triple liaison, bien entendu. Il y a d'autres espèces chimiques à côté. Hein. Là, je parle uniquement des différents types de liaisons qu'on peut rencontrer. Puis, alors, voici, je rappelle aussi la chose suivante, c'est que si vous avez un composé organique, spécialement un hydrocarbure, donc on peut le représenter soit sous la forme d'une formule brute, soit sous la forme d'une formule, je saute là, d'une formule développée, ou bien sous la forme d'une formule semi-développée. Alors, prenons l'exemple, par exemple, d'un composé hydrocarbure, bien entendu, dont la molécule comporte 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. À première vue, là, vous avez une petite idée sur les éléments chimiques qui sont utilisés. Donc, apparemment, il y a présence du carbone et de l'hydrogène. Vous avez donc ici les indications qui vous disent qu'il y a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Mais dans cette représentation-là, il est impossible pour le moment de savoir quel type de liaison il y a donc entre les différents carbone. Alors, je préfère ici essayer de développer la molécule, cette molécule-là, de ces 4H10. Une parmi les représentations peut être celle-ci. Regardez bien, dans cette représentation-là, et il va donc s'agir d'une formule développée, nous avons donc détaillé toutes les liaisons carbone-carbone qui se trouvent dans la molécule. Nous avons aussi détaillé les liaisons carbone-hydrogène dans cette molécule-là. Alors, je pense que cette représentation, elle est beaucoup plus riche en renseignements que celle de la formule brute. Parce que là, on peut savoir quels sont les éléments chimiques qui sont utilisés. On peut
compter le nombre de carbone et ça fait 4 pour la formule, comme pour la formule brute. On peut compter le nombre d'hydrogène, ça fait 4 plus 4, 8 plus 2, ça fait bien 10. Donc, dans cette molécule-là, à part les éléments, à part le nombre d'atomes dans la molécule, on peut aussi reconnaître le type de liaison carbone-carbone et le type de liaison carbone-hydrogène qui apparemment ne peut être qu'une liaison simple. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, il est monovalent et ça, donc il est connu puisque l'hydrogène, donc il comporte un seul électron célibataire. Moi, je pense alors ici qu'il est préférable de passer à la formule semi-développée qui est plus rapide et qui apporte le même nombre de renseignements que celle de la formule développée. Donc là, on peut dire, donc vous avez ici un CH3, deuxième carbone, donc il est relié à 2 hydrogènes CH2, troisième carbone CH2, quatrième et dernier carbone CH3. Donc là, vous avez la formule semi-développée et la formule développée. Généralement, on travaille avec les formules semi-développées parce qu'elle est plus rapide à écrire que celle qui est développée. Voici un deuxième exemple. Donc la formule brute, ça fait C4H8. On essaie de tâtonner. On ne peut avoir que, bien sûr, donc pour le moment, je n'ai pas d'idée précise sur les types de liaisons qui se trouvent entre les différents éléments carbone, puisque entre carbone et hydrogène, on ne peut avoir qu'une liaison covalente simple. Alors là, je remarque ici que, donc, en distribuant les différents hydrogènes, et j'en ai uniquement 8, je ne peux que, pour saturer la molécule, je ne peux que placer ici, par exemple, on peut la mettre ici, une double liaison entre les deux carbone, premier carbone à droite, deuxième carbone à partir de la droite. Donc, la formule semi-développée est, bien entendu, la suivante. Vous avez ici CH3 à gauche, CH2 de ce côté-là, CH uniquement, carbone suivant, et vous avez ici CH2. Bien entendu, dans la formule développée ou bien semi-développée, il y a présence d'une double liaison, et apparemment la formule brute ne permet pas ce renseignement-là. C'est plutôt ces formules-là qui vous permettent de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la molécule. Troisième et dernier exemple, je prends le cas de la molécule de ces 4H6. Tiens, et toutes les espèces que nous avons, tous les exemples que nous avons pris aujourd'hui contiennent le même nombre d'atomes de carbone. Et pourtant, ce n'est pas la même molécule. D'ailleurs, devant vous, vous n'avez pas la même formule brute, vous n'avez pas non plus la même formule développée, bien entendu, la formule développée n'est pas la même. Donc, je résume. En fin de compte, alors là, vous avez une triple liaison entre les deux premiers carbones, simple liaison entre carbone numéro 2 et numéro 3, simple liaison entre les deux derniers carbones. Donc, je préfère ici, dorénavant, donc, travailler avec la formule semi-développée. Elle me donne tous les renseignements possibles. On passe à la suite. Alors, les hydrocarbures, commençons alors ici par voir quels sont les différents types d'hydrocarbures. Là, on revient aux hydrocarbures. On va voir donc quels sont les différents types d'hydrocarbures qu'on peut rencontrer. Il y a deux grandes familles d'hydrocarbures. Bien sûr, nous sommes toujours dans le cas d'hydrocarbures aliphatiques, non cycliques. Alors, il y a les hydrocarbures saturés, qu'on va appeler par la suite les alcanes. Alors, qu'est-ce que c'est que les alcanes? On va voir donc ça de plus près. Alors, une toute petite introduction. Les alcanes constituent la majorité des hydrocarbures. Donc, dans la nature, il y a des milliards de composés organiques. La majorité de ces composés-là sont des hydrocarbures saturés. Alors, on les rencontre, les hydrocarbures saturés. On les rencontre dans le pétrole et dans les gaz naturels. Ils sont très souvent utilisés comme carburant. L'essence, le fioul, le gazoil et ainsi de suite, le mazout. Donc, ce sont des composés qui sont utilisés comme carburant, étant donné qu'ils donnent des combustions extrêmement énergétiques. Alors, ce sont les produits de base de la pétrochimie aussi. Et la pétrochimie, c'est quoi? C'est l'ensemble des technologies étudiant ou utilisant le pétrole ou le gaz naturel pour fabriquer des composés chimiques, synthétiques, naturels ou artificiels. Voici une petite introduction sur les alcanes. Définition des alcanes. Alors, des hydrocarbures saturés, bien entendu. Alors, les alcanes sont des hydrocarbures dont la chaîne carbonée contient uniquement des liaisons carbone-carbone simples. Rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure, la molécule de C4H10, où il y avait présence uniquement de liaisons de covalence simples. Donc, ça, c'est la définition exacte d'un alcane. Donc, dans un alcane, vous ne rencontrez que des liaisons carbone-carbone simples. Alors, la suite, donc, les alcanes, les composés, donc les hydrocarbures saturés, doivent bien avoir
une formule brute particulière, spéciale. Rappelez-vous que pour un hydrocarbure, d'une manière générale, la formule brute, c'était, générale bien sûr, CXHY. Essayons de voir avec les hydrocarbures saturés. Là, je vous précise que je n'ai jamais retenu ou bien donc essayer je ne peux que essayer de déterminer la formule moi-même donc par un tout petit calcul. Vous allez voir que c'est assez simple. Je prends le cas de cette molécule-là. Donc la molécule justement de tout à l'heure où il y avait présence de 4 carbones. Si on essaie de compter combien y a-t-il de carbone dans la molécule, c'est un exemple de formule semi-développée. Hein. Donc il y a 4 carbones, donc la formule c'est C4. Si on compte le nombre d'hydrogènes, alors je trouve que ça fait 10. Donc, vous avez alors pour cette molécule-là, c'est 4H10. Bien entendu, alors ici, ce petit calcul-là peut être fait avec d'autres types d'hydrocarbures. Et on remarque bien alors ici que d'une manière générale, un hydrocarbure saturé en alcane spécialement, sa formule chimique d'une manière générale, c'est CN4, 4, et là ça fait 10, 10 ça fait 2 fois 4 plus 2. Ça fait CnH2n plus 2. Voici donc la formule générale brute d'un alcane. Alors, nomenclature et isomérie. Nomenclature, quels sont les noms des alcanes? Et isomérie, donc les isomères donc, qui sont associés à une certaine formule brute. Donc, on va essayer de rappeler au fur et à mesure. Donc, je prends le cas où un hydrocarbure saturé, où le nombre de carbone est égal à 1. N est égal à 1, donc je rappelle que la formule c'est CnH2n plus 2. Si N est égal à 1, vous avez alors ici un seul carbone, et bien entendu 2N plus 2, ça fait donc CH4. Et là, ce composé-là s'appelle le méthane. Je vais vous donner donc un petit donc, schéma du modèle de cette molécule-là. Vous vous rappelez que vous avez vu avant qu'une molécule, on peut la représenter soit à partir d'un modèle moléculaire compact, et ça, ce n'est pas vraiment donc, très précis comme liaison. Bon, on peut voir l'atome de carbone qui est en noir, et tout autour, il y a 4 boules rouges qui constituent les atomes d'hydrogène. Alors, je pense que le modèle éclaté de la molécule de méthane est beaucoup plus explicatif. Il permet alors ici de bien sûr compter les atomes dans la molécule, de les isoler du point de vue couleur et surtout de voir les types de liaisons qui sont établis. Deuxième exemple de alcane, le cas où n égale à 2. Si n égale à 2, je remplace dans la formule de tout à l'heure, c'est NH2n plus 2. Ça nous fait alors ici C2H6. Et la molécule de éthane, je vais vous donner tout à l'heure un tableau récapitulatif. La molécule de éthane qui contient 2 carbones. Et dans le nom, vous voyez très bien que la terminologie, c'est AN. Et là, c'est la nomenclature des alcanes. Alors, la seule représentation possible est la suivante. C'est que les 2 atomes de carbone sont simplement liés. Vous avez 3 hydrogènes d'un côté et 3 hydrogènes de l'autre côté. Voici la disposition de la molécule dans l'espace. Là, vous avez le modèle compact avec les 2 atomes de carbone. Et là, le modèle éclaté de la molécule. Donc, je remarque bien que la molécule de éthane, où il y a 2 carbones, possède une seule configuration spatiale possible. Je passe à un troisième exemple, le cas où n égale à 3, et ça nous fait ces 3 H8. Alors, le composé possède donc cette formule-là. Alors, les 3 atomes de carbone qui constituent le squelette de la molécule, le squelette carboné, sont tous alignés. Vous avez ici le nombre d'hydrogènes qui sont portés sur les différents éléments carbone. Pour le propane, c'est la même chose, donc on ne peut avoir qu'une disposition parfaitement linéaire de la molécule. Avec n égale à 4, alors la formule, on l'a vu tout à l'heure, c'était C4H10. Et là commencent les problèmes d'isomérie, je vais expliquer. Alors, avec donc 4 carbones et 10 hydrogènes, je peux vous donner un premier modèle de molécule où on a placé les atomes de carbone alignés les uns avec les autres. D'ailleurs, ça constitue un modèle à chaîne linéaire. Donc, le nom de cette molécule-là, on va voir ça tout à l'heure avec plus de détails, ça constitue le butane. Butane, c'est un mot composé constitué de but, ça veut dire 4 en chimie, et ane, c'est la terminologie qui est associée aux alcanes. Alors là, pour le C4H10, je vous donne un premier modèle. Comme on peut avoir un deuxième modèle? Je vous propose un autre modèle, par exemple, où les atomes donc, ne sont pas parfaitement alignés. La chaîne carbonée n'est pas constituée par les 4 atomes qui sont
parfaitement alliés. Là, nous avons donc dans la chaîne, la chaîne donc la plus grande carbonée du composé, vous avez 3 atomes de carbone. Il y a un 4e carbone qui est greffé à l'intérieur de la molécule. En chimie, on ne dit pas greffé, on dit qu'il est ramifié. Donc, c'est une molécule qui présente une ramification. Alors, en tout et pour tout, si vous essayez de compter le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, vous remarquez bien que ça obéit à cette formule brute. Ce composé-là est complètement différent de ce composé-là. Donc, ce sont des composés un tout petit peu différents. Bien sûr, en chimie, donc, ils peuvent avoir des propriétés chimiques assez voisines, mais les propriétés physiques de ces 2 composés-là sont très différentes. Je parle des températures d'ébullition, des températures de fusion, de la densité, et ainsi de suite. Hein. D'accord? Alors là, notre composé, on peut le nommer de la façon suivante. Alors, on va essayer donc de localiser la chaîne la plus longue, la chaîne carbonée la plus longue. Et là, vous avez 3 carbones. 3 carbones, ça veut dire propre. Propre. Alors, la terminologie AN nous dit qu'il s'agit d'un alcane. Et regardez bien qu'est-ce qu'on a mis alors ici. Nous avons donc ici précisé de quel type de ramification. Je vous rappelle que ça, c'est une ramification. C'est une ramification qui contient un seul carbone. Elle dérive du méthane. Le méthane, il contient un seul carbone. Donc, on dit, au lieu du méthane, on dit méthyle. Bien entendu, vous êtes d'accord avec moi. Si il y a 2 carbones qui sont ramifiés, donc forcément, au lieu de dire éthane, on va dire éthyle. Alors là, vous avez un groupement méthyle qui est fixé sur le 2e carbone. On compte à partir de la gauche ou bien à partir de la droite, ça donne la même chose. Donc le nom va être le suivant. 2-méthyle pour dire que le méthyle il est fixé sur le 2e carbone, avec la chaîne la plus longue qui contient alors ici 3 carbones, et c'est le propane. Donc si on essaie de cacher cette molécule-là, on essaie donc de dire combien y a-t-il de carbone en tout et pour tout. Vous avez ici le propane, il y a 3 carbones, et avec un méthyle, vous avez le 4e carbone. Donc, on peut aussi l'appeler le méthylpropane parce que la position de cette ramification ne peut exister qu'à l'intérieur de la molécule. On ne peut pas ramifier à l'extrémité de la molécule, que ce soit d'un côté ou bien de l'autre côté, étant donné que si on met le carbone ramifié sur le dernier carbone ou bien le premier carbone, ça va donner une chaîne brisée, ça va donc constituer donc la même molécule que celle du butane. Donc les ramifications de type méthyle ne peuvent exister qu'au moins sur le carbone numéro 2 à partir du carbone fixé à l'extrémité de la chaîne. Donc on peut l'appeler, je dis alors ici, le méthylpropane, parce que ce méthyle-là, on ne peut le placer que sur le 2e carbone, on n'a pas le choix. Bien, alors on va donc revenir un tout petit peu en arrière. Alors là, pour cet alcane-là, donc la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné de la molécule est linéaire, c'est une molécule linéaire. Par contre, dans cet exemple-là, la chaîne carbonée est ramifiée, il y a une certaine ramification, les différents atomes de carbone ne sont pas parfaitement alignés. Alors, une petite remarque alors maintenant. Je constate alors ici que les 2 composés, numéro 1 et numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ben, ils ont la même formule brute, ça on vient de le dire, mais ils ont des formules semi-développées ou bien développées qui sont différentes. La configuration spatiale de la molécule n'est pas la même. Alors, étant donné qu'ils sont associés à la même formule brute, on dit alors la chose suivante, que ces 2 composés-là sont des isomères. Alors, qu'est-ce que c'est que des isomères? Donc, je vais essayer de lire le petit texte là. Alors, les composés 1 et 2 possèdent la même formule brute, mais ont des structures géométriques spatiales différentes. Ce sont des isomères. Donc, alors, je peux donner la définition de isomère avec S, bien entendu. Ce sont des composés qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas la même formule semi-développée. Alors, essayons donc de rentrer dans les détails de l'isomérie là. Je remarque que la différence entre cette molécule-là et la molécule suivante, c'est la chaîne qui n'est pas la même. Regardez bien la chaîne là. Là, vous avez une chaîne linéaire et là, vous avez une chaîne qui est ramifiée. Donc, on peut alors ici préciser, sans plus tarder, à dire que ce sont 2 isomères, c'est vrai, mais ce sont des isomères de chaîne parce qu'ils n'ont pas la même chaîne. Donc, ces 2 composés diffèrent par l'enchaînement des atomes de carbone. La chaîne du squelette, là c'est un squelette linéaire et c'est un squelette ramifié. La chaîne du squelette carboné n'est pas la même, il s'agit d'isomères de chaîne. Bien entendu, il peut y avoir d'autres types d'isomérie. On passe à la suite, une toute petite application. Alors là, on vous donne un hydrocarbure A. Cet hydrocarbure-là possède une masse molaire qui vaut 72 grammes par mol, la masse d'une mol.
Alors, on vous demande alors ici de déterminer la formule brute associée à cet hydrocarbure. Alors, si on connaît la masse molaire, attention, j'ai dit ici que votre composé est un hydrocarbure saturé, hein, c'est un alcane. Et vous connaissez d'avance la formule brute d'un alcane. Je pense qu'il est possible pour nous alors ici de chercher la formule brute. J'explique alors ici. Alors, vous avez alors ici l'alcane A dont la formule peut être la suivante. Donc, c'est C5. J'ai dit alors ici qu'il y avait 5 atomes de carbone. Hein. D'accord? Ah, non, non, je m'excuse là. Donc, le nombre de carbone n'est pas précisé. Donc, alors ici, je connais la masse molaire, mais là, le nombre de carbone et d'hydrogène n'est pas précis. Donc, je vais avancer une formule quelconque. Bien sûr, il s'agit là d'un alcane. Il s'agit là d'un alcane. Donc, je vais dire alors ici que la formule, c'est CnH2n plus 2. Alors, pour chercher le nombre n, il y a une seule inconnue là. L'inconnu, c'est petit n. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, je corrige là. Vous avez n là. Donc, la formule générale de notre composé, c'est CnH2n plus 2. Donc, pour connaître la formule brute, il suffit de chercher le petit n. Alors, pour cela, alors ici, je vais recalculer la masse molaire de notre composé, la masse molaire de A. Hein. Donc, ça nous fait, alors ici, vous avez n carbone. Chaque carbone, sa masse molaire, c'est 12. Donc, ça fait, alors ici, 12 fois n. Plus, vous avez, alors ici, 2n plus 2 hydrogène. Chaque hydrogène, sa masse, c'est 1. C'est précisé dans le texte, hein? Donc, dans l'exercice. Donc, plus 2n plus 2, le tout fois 1. Ça nous fait alors ici, si vous voulez, en sommant les deux termes, là, vous avez alors ici 14n plus 2, ce qui va nous permettre de chercher le petit n. Donc, petit n est égal à grand M moins 2 divisé par 14. Hein? Donc, grand M moins 2 divisé par 14. Et là, alors ici, donc, on peut faire un petit calcul assez rapide. La masse molaire, c'est 72, auquel on va ôter la valeur 2, est égal, divisé par 14. Et ça nous fait alors ici exactement une valeur qui est égale à 5. Donc, alors, notre nombre n, il vaut 5. On peut alors ici donner la formule brute de A. Et la formule brute de A, c'est C5, bien entendu, H12. Donc, voici la formule brute de notre alcane. Deuxième question, donner les formules semi-développées de tous les isomères relatifs à cette formule brute. Et on va essayer de les nommer. Donc là, on va essayer d'abord d'effacer cette partie-là. Ça, c'était la question 1. Donc, la question qu'on vous demande maintenant, c'est de donner tous les différents types d'isomères qu'on peut rencontrer avec cette molécule-là. D'accord? Donc, je reprends alors ici depuis le début, les différentes questions. Donc, on passe à la suite. Donc, là, c'est la case réservée à la première question. On l'a traitée ensemble. Donc, vous avez alors sur la formule brute, d'une manière générale, c'est NH2n plus 2. On va essayer de chercher le nombre n. On a trouvé que ça vaut 5. Donc, la formule brute, c'est C5H12. Deuxième question, alors ici, on vous demande de donner les formules semi-développées possibles. Rappelez-vous que pour chercher pour représenter une molécule, il vaudrait mieux utiliser la formule semi-développée. Hein. Donc, et on va les nommer. Je propose alors ici la première molécule associée à cet hydrocarbure, où les 5 atomes de carbone, il y a 5 atomes de carbone, sont parfaitement alignés. Et là, pour donner le nom, c'est assez simple. Regardez bien. 5, cela veut dire pente. On va revenir à ça un tout petit peu plus tard. Hein. Donc, vous avez 5 atomes de carbone, on va dire pente. Pente, c'est un préfixe qui dit qu'il y a 5 atomes de carbone. Avec la terminologie AN, donc, nous avons ici le pentane. Deuxième proposition, alors, on va essayer de passer, bien entendu, à une chaîne qui n'est pas linéaire. Je propose des chaînes qui sont ramifiées. Premier cas, donc, voici une chaîne à 5 carbones qui est ramifiée. Nous avons greffé ici un carbone sur l'un des carbones de la molécule. Je rappelle qu'il n'est pas possible de greffer de placer la ramification aux extrémités de la molécule. Là, on va essayer de donner le nom ensemble. Donc, on va essayer de voir comment
on peut l'appeler. Je commence par repérer la chaîne la plus longue, la chaîne carbonée la plus longue. Vous avez alors ici, par exemple, vous pouvez compter à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. On va voir comment on peut faire. Donc, si j'essaie de commencer à partir de la gauche, vous avez un carbone, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3. Vous avez ici une chaîne à 3 carbones. Sinon, vous avez ici 1, 2, 3, 4. Sinon, vous avez ici 1, 2, 3, 4. Donc, allez, on va donc utiliser donc, la chaîne linéaire qui comporte 4 carbones. Donc, 4 carbones, c'est le but. Donc, préfixe but. But avec alcane, ça fait butane. Et je précise qu'il y a ici une ramification de quel type qui comporte un seul carbone. La ramification s'appelle un méthyle. Où est placée la ramification? Elle est placée, si vous essayez de compter à partir de la droite, elle est placée sur le carbone numéro 3. Par contre, si vous commencez à compter à partir de la gauche, la ramification est placée, le méthyle est placé sur le deuxième carbone. Là, on doit utiliser une règle, il y a beaucoup de règles normalement. On doit utiliser une règle qui dit qu'on commence à compter à partir du carbone qui va nous donner donc des ramifications ayant l'indice le plus bas. Donc, en commençant à partir de la gauche, donc la ramification se trouve sur le carbone numéro 2. Par contre, ici, elle se trouve sur le carbone numéro 3. Donc, je choisis la numérotation de gauche vers la droite. Donc, vous avez un méthyle sur le deuxième carbone. Y a-t-il d'autres propositions pour représenter cette formule brute? Eh bien, on va voir. Alors là, vous avez les 5 carbones. Je propose alors ici que sur la chaîne carbonée la plus longue, il y a 3 carbones. Et on a ramifié les 2 autres carbones. Vous avez 5 carbones. On a ramifié les 2 autres carbones sur le carbone central, là. Alors, pour donner le nom, alors comme d'habitude, on va essayer donc ici de compter le nombre de carbones dans la chaîne la plus longue. Vous avez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est une molécule qui est parfaitement symétrique. Allez, on va choisir la disposition horizontale de la molécule. Et là, vous avez alors ici une ramification sur le deuxième carbone et une autre ramification sur le même carbone. Donc, je propose comme nom, et vous êtes donc normalement d'accord avec moi, qu'on va dire qu'il va y avoir un méthyle sur le deuxième carbone, premier, deuxième. Il va y avoir un deuxième méthyle sur le deuxième carbone, sur une chaîne comportant 3 carbones. Allez, ensemble, on va donner le nom. Je pense que le nom va être le suivant. Donc, 2-méthyle, 2-méthyle. Allez, on va dire 2,2, diméthyle. Et vous avez une chaîne à 3 carbones, donc propre, le préfixe propre. Je vais vous donner un tableau récapitulatif tout à l'heure. Alors, propre, et il s'agit d'un alcane, propane. Donc, 2,2 diméthylpropane. Je tiens à rappeler qu'entre des chiffres, vous mettez une virgule, ça c'est une petite convention, et entre un chiffre et une lettre, vous devez mettre un petit tiret, comme c'est indiqué ici. Là, je tiens à vous dire la chose suivante, c'est que les 2 ramifications ne peuvent exister que sur le deuxième carbone. Il y a une petite règle quand même qui dit que, bon, s'il y a une indication normalement qui est supplémentaire, qui est sans importance, on peut l'éliminer. Bon, je propose qu'on peut éliminer 2,2 et notre composé va s'appeler le diméthylpropane, parce que le fait de dire que vous avez le diméthylpropane, c'est comme si vous avez donc placé les 2 ramifications sur le deuxième carbone. Alors, on nous demande dans la 3e question de repérer 2 parmi ces isomères, 2 seulement parmi ces isomères, qui vérifient l'isomérie de chaîne. Alors, quels sont ceux qui forment l'isomérie de chaîne? Donc, on vous demande 2 seulement. Donc là, vous avez une chaîne à 5 carbones. Et là, vous avez une chaîne qui est la plus longue à 4 carbones et vous avez un carbone ramifié. Donc, la différence entre... Ce sont tous des isomères, bien sûr. La différence entre ces 2 isomères-là, c'est, bien entendu, la chaîne qui n'est pas la même. Donc, c'est pour cela qu'on dit alors ici que les 2 composés 1 et 2, celui-là et celui-ci, sont tous les 2 des isomères, ça c'est sûr, des isomères de chaîne parce que la chaîne squelettique n'est pas la même. D'accord? Alors, voici le tableau dont je vous ai tout à l'heure parlé. Donc, c'est un tableau qui résume les différents préfixes qu'on va utiliser pour nommer les hydrocarbures, avec le nombre de carbones qui est donc devant vous. Donc, si vous avez un carbone dans la chaîne la plus longue, je ne parle pas de la molécule totale. Si vous avez un carbone sur la chaîne la plus longue, il s'agit du meth, préfixe meth. Bien entendu, avec l'alcane, ça va donner le méthane. 2 carbones, éthane pour un alcane. 3 carbones propres, but, pent, hex pour 6, hept, oct pour 8, non, nonane, et ainsi de suite. Et le décane, donc déca, cela veut dire 10 carbones. Donc, alors, on va alors préciser ceci. Alors, comment
nommer un alcane. Ben, pour nommer un alcane, vous avez deux possibilités. Vous avez tout d'abord les alcanes qui sont à chaîne linéaire. Lorsque l'alcane est à chaîne linéaire, vous allez faire la chose suivante. Vous allez choisir votre préfixe correspondant au nombre de carbones se trouvant sur la chaîne carbonée. Je rappelle qu'il s'agit d'une chaîne linéaire. Hein. Et vous ajoutez la terminologie an à la fin. Regardez bien, donc je lis. Un préfixe numérique indique le nombre d'atomes de carbone dans le squelette carboné. Vous avez 5 carbones, vous dites pent. Vous avez 6 carbones, vous dites ex. Et puis, la terminaison an indique la présence d'un alcane, butane, pentane, hexane, octane, heptane, et ainsi de suite. Si maintenant vous avez un alcane à chaîne ramifiée, il y a des ramifications. Là, vous allez, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, vous allez commencer par repérer la chaîne carbonée la plus longue, puis associer le nom de l'alcane. Vous avez la chaîne la plus longue, par exemple, il y a 4 carbones, vous dites but, comme tout à l'heure. Et puis, vous ajoutez les noms de ramification. Alors, si votre ramification possède un seul carbone, CH3, vous dites qu'il s'agit du méthyle. Si vous avez 2 carbones qui sont ramifiés ensemble, vous dites qu'il s'agit d'un et, au lieu de dire éthane, éthyle, propyle, et ainsi de suite. Ça va faire donc des molécules qui sont assez longues. On passe à la suite. Alors, voici une petite application où on vous demande alors ici de nommer les hydrocarbures. Donc, vous avez quelques hydrocarbures, allez, on va les nommer ensemble. Alors, on commence par choisir la chaîne la plus longue. Je compte avec vous. Donc, vous avez 1, 2, 3 carbones. Sinon, vous avez 1, 2, 3, 4. Attention, ce n'est pas sûr que ce soit une ramification. En comptant le nombre de carbones sur la molécule, je remarque qu'il y a donc ici, alors là, une chaîne à 4 carbones. Donc, la chaîne la plus longue correspond à 4 carbones. Et vous avez ici, alors, automatiquement, une ramification. Donc, voici votre ramification qui est encerclée. Et là, c'est donc la chaîne la plus longue qui est soulignée. Donc, alors, le nom du composé, ben, la chaîne la plus longue, ça fait 4 carbones. Donc, vous avez le but, rappelez-vous, but, il s'agit d'un alcane, donc butane, et vous avez une ramification qui est placée. Si on compte de ce côté-là, ça fait le deuxième carbone. Si on compte à partir de ce carbone-là, ça fait 1, 2 et 3. Donc, on va choisir les indices les plus bas. Donc, le nom du composé définitivement va être le suivant. Vous avez alors ici un méthyle qui est placé sur le carbone numéro 2, petit tiré. Vous avez donc un méthyle placé sur le carbone numéro 2, sur une chaîne comportant 4 carbones, c'est le butane. Pour cette molécule-là, pour la deuxième molécule, donc il faut essayer de repérer la chaîne la plus longue. Faites attention, vous avez ici, on va compter ensemble, donc vous avez 1, 2, 3 carbones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, attention, là vous avez 5, parce que cette chaîne-là est la chaîne la plus longue. C'est vrai qu'il s'agit donc d'une chaîne brisée, mais les chaînes brisées, on peut donc par la suite les déformer pour qu'elles soient assez linéaires. Donc, alors ici, alors voici la chaîne la plus longue, je la souligne. Qu'est-ce qu'il y a alors ici en plus? Vous avez une ramification de type méthyle, une ramification de type méthyle. Donc la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le pent. Et vous avez, donc il s'agit d'un alcane, donc c'est le pentane. Vous avez 2 ramifications. Si on compte à partir de la droite, ça fait une ramification sur le 2 et une ramification sur le 3. Par contre, de ce côté-là, vous allez alors avoir une ramification sur le 3 et une autre sur le 4. Donc, on choisit la numérotation à partir de la droite. Donc, vous avez ici 2 méthyles, un placé sur le carbone numéro 2. Alors, on va dire 2,3. Et là, vous avez alors ici 2 méthyles, on va dire diméthyle sur une chaîne, on a dit à 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc pent, et on ajoute an à la fin pour dire qu'il s'agit d'un alcane. Pour ce troisième exemple, là je pense, attention, donc c'est une molécule assez simple qui est brisée quand même. Donc vous avez alors ici 5 carbones qui sont parfaitement alignés. Alors vous avez un alcane à chaîne linéaire et un alcane à chaîne linéaire, donc avec 5 carbones. On va l'appeler le pent. La terminologie, c'est an. Donc, c'est le pentane. Pentane. Alors, molécule numéro 5. Alors, on va commencer par choisir la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je compte. 1, 2, 3, c'est très petit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, il y a ici une chaîne à
6 carbones. Vous avez alors ici des ramifications, une première, une deuxième et une troisième ramification, donc qui sont en dehors de la chaîne carbonée, du squelette carboné. Alors vous avez deux ramifications, deux de type méthyle et un de type éthyle, deux carbones, ça provient de l'éthane, éthyle. Hein. Alors, pour nommer le composé, donc on va dire qu'il y a deux ramifications de type méthyle et une ramification de type éthyle. Alors là, on va utiliser une toute petite règle qui utilise l'alphabet latin. Alors, l'éthyle, ça commence par un petit E et méthyle, ça commence par un M. Alors, on va commencer par nommer l'éthyle. Alors, l'éthyle, à partir de ce carbone-là, il se trouve sur le carbone numéro 3. Donc, on va dire qu'il y a un éthyle sur le carbone 3. Attention, je n'ai pas terminé. Vous avez un méthyle sur le deuxième et vous avez un méthyle sur le quatrième. Si on compte à partir de la droite, donc ça va donner des indices qui sont plus grands. Donc, alors, on va commencer à partir de la gauche. Ça va nous donner alors ici un éthyle placé sur le troisième carbone. Donc, 3 éthyle. Et vous avez alors ici deux ramifications de type méthyle sur les carbones numéro 2 et l'autre sur le carbone numéro 4. 1, 2, 3, 4. Le voici, virgule 4. Vous avez deux méthyles, donc on va dire diméthyle sur une chaîne à combien de carbone? Combien on a compté de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane, c'est la terminologie hex. Hexane. Le préfixe hex et la terminologie an. Et je termine avec le dernier exemple. Alors là, la chaîne la plus longue, donc vous avez alors ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc bon, allez, on va choisir donc cette chaîne qui est la plus longue. Là, vous avez une ramification et là, vous avez une deuxième ramification. Si on compte à partir de la gauche, ça va donner une ramification sur le troisième carbone et l'autre sur le quatrième. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Par contre, si on commence à partir de la droite, ça nous fait alors ici une ramification sur le troisième, 1, 2, 3, et l'autre sur le 4. Ah, là, donc, vous pouvez commencer à compter soit à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. C'est la même chose, puisque en faisant la somme des indices des carbones porteurs des ramifications, on a alors ici 3 plus 4, dans ce sens-là, ça fait 7, et dans ce sens-là, 3 plus 4, ça fait bien 7. Mais là, donc, on va utiliser une toute petite règle, encore plus petite que les autres, et qui dit que dans ces conditions-là, puisque les indices puisque la somme des indices est la même à gauche ou à droite, donc on va utiliser l'alphabet. Qui est celui qui est placé sur le carbone ayant l'indice le plus bas? Il s'agit du groupement éthyle. On va commencer par l'éthyle. Et on va dire qu'il s'agit donc là du 3 éthyle. Et vous avez ici un méthyle sur le quatrième carbone. 4 méthyle sur une chaîne à combien de carbone on a dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le préfixe correspondant à 6 carbones, c'est hex et la terminologie, c'est an. Donc, voici quelques noms de certains hydrocarbures assez particuliers. Bon, ce sera donc la fin de notre première séance, notre première rencontre. Je vous remercie. Bonne continuation. Au revoir.